Lumière blanche, lumière colorée, quelle est la nature de la lumière? Comment est-elle composée? C'est ce qu'on va étudier dans le chapitre Spectre d'émission. Commençons par une vidéo sur l'histoire de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Quelle est sa nature? Depuis l'Antiquité, des philosophes, des mathématiciens, des astronomes, des physiciens ont cherché la solution à cette énigme. Une vive controverse a même opposé pendant 2 siècles et demi les partisans de la théorie ondulatoire, pour qui la lumière est une vibration qui se propage, à ceux de la théorie corpusculaire, pour qui la lumière est un flot de particules. Finalement, la physique quantique, née au début du XXe siècle, a concilié les 2 hypothèses. Selon son interaction avec la matière, la lumière peut se manifester sous forme d'onde ou sous forme de corpuscules, les fameux photons. Une onde est caractérisée par une longueur d'onde, un photon possède une énergie, mais sur quelle étendue, sur quelle gamme? Commençons par Isaac Newton. Nous sommes en 1666. Dans une chambre aux volets clos, il pratique une petite ouverture pour isoler un rayon de soleil. Dans le filet de lumière, il place un prisme de verre. Par réfraction, la lumière se décompose en un arc-en-ciel de couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. En réalité, l'indigo n'existe pas dans le spectre, mais Newton l'a rajouté pour faire bonne mesure. Le chiffre 7 est à cette époque doté de vertus magiques et mystérieuses. 7 couleurs. La lumière va rester cantonnée à 7 couleurs pendant tout le XVIIIe siècle, appelé siècle des Lumières, car les philosophes étaient convaincus de rentrer dans un nouvel âge illuminé par la raison et la science. En 1800, l'astronome anglais William Herschel place des thermomètres dans le spectre solaire pour mesurer la température des différentes couleurs. Surprise! Au-delà du rouge, là où l'œil ne voit plus rien, le thermomètre monte encore. Il vient de découvrir la première lumière invisible, l'infrarouge. Et de l'autre côté, là encore la surprise est grande, quand 1 an plus tard, en 1801, le chimiste allemand Johann Ritter expose au spectre solaire une plaque photographique recouverte de chlorure d'argent. Il constate qu'elle réagit particulièrement au-delà du violet. Il existe donc une deuxième lumière invisible, l'ultraviolet. Il manque encore une graduation, une échelle. C'est chose faite, toujours en 1801, avec le médecin anglais Thomas Young, qui interprète les couleurs comme une manifestation de la longueur d'onde de la lumière. Sa célèbre expérience des franges d'interférence lui permet de mesurer les longueurs d'onde en question, qui sont de l'ordre du micron, le millième de millimètre. La lumière blanche, comme c'est émise par le soleil, peut donc être considérée soit comme une onde électromagnétique, soit comme des corpuscules, appelés plus précisément photons. Nous nous intéresserons dans ce chapitre qu'à son premier aspect. La lumière est une onde électromagnétique qui peut se propager aussi bien dans le vide que dans tout milieu transparent. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs visibles, qu'on appelle encore radiation. Au-delà du domaine de radiation visible, on trouve d'une part les radiations ultraviolettes, d'autre part les radiations infrarouges. Chaque couleur, appelée plus précisément radiation monochromatique, est caractérisée par une grandeur physique appelée longueur d'onde, notée lambda, qui correspond à une valeur de 400 nanomètres pour le bleu, bleu-violet, et 800 nanomètres pour le rouge. Notre œil n'est donc sensible qu'aux longueurs d'onde comprises dans l'intervalle 400-800 nanomètres. Ainsi, la lumière blanche est constituée de plusieurs radiations monochromatiques. On dit que c'est une lumière polychromatique. Cette décomposition de lumière est obtenue par un phénomène appelé phénomène de dispersion. Si on reproduit l'expérience de Newton, la lumière blanche peut être en effet décomposée par un prisme.
mais elle peut être aussi décomposée par des gouttelettes d'eau lorsqu'on observe un arc-en-ciel. Donc on retrouve bien toutes les couleurs indiquées précédemment. Si on rentre un peu plus dans les détails, on constate que le faisceau est dévié vers la base du prisme et que la lumière blanche est dispersée lors de chacune de ces réfractions. D'abord la traversée R vert, puis sur la surface de sortie vert R. Les rayons lumineux correspondant aux différentes radiations émergent selon des angles différents, alors que l'angle d'incidence est le même. On l'explique par le fait que l'indice du vert du prisme n'a pas la même valeur suivant la couleur. L'angle de réfraction sera donc différent suivant la radiation monochromatique. Ainsi, avec un prisme, la déviation sera plus marquée avec le bleu, bleu-violet, qu'avec le rouge. Le spectre de la lumière blanche met bien en évidence une lumière polychromatique aussi, correspondant à une succession continue de couleurs. Intéressons-nous maintenant à la lumière émise suivant la température d'un corps. Un corps chaud peut émettre de la lumière, mais comment évolue cette lumière suivant la température de ce corps? Eh bien, c'est ce que nous allons étudier. Prenons le cas d'un filament d'une lampe à incandescence. Plus on va augmenter la tension électrique imposée, plus la température du filament sera importante. Avec un spectroscope, on va pouvoir décomposer la lumière émise par le filament. Alors, avec une tension très faible, la température T1 du filament est très basse. Pas ou très peu de lumière émise, la décomposition de la lumière ne donne rien non plus. On augmente ensuite la température pour atteindre une température T2. Le filament devient légèrement rouge et la décomposition fait apparaître un spectre avec uniquement du rouge, mais reste très peu visible. Avec une température T3 maintenant, le filament émet plus de lumière, sa couleur est jaune-orange, et le spectre montre plusieurs radiations. On augmente encore la température, la lumière émise est plus intense, le spectre s'enrichit en couleurs. On augmente encore la température et maintenant la lumière émise est bien blanche. Le spectre contient toutes les couleurs et le bleu est maintenant bien présent, contrairement au cas précédent. Ainsi, la lumière émise est rougeâtre quand la température de surface du corps chaud n'est pas très élevée et tend vers le blanc quand sa température devient plus importante. Et si on décompose la lumière émise, on met en évidence que plus la température du corps est élevée, plus le spectre s'enrichit vers le bleu. Dernier point de ce chapitre, le spectre de raies d'émission. Alors on peut décomposer, comme on l'a vu tout à l'heure, par un dispositif expérimental approprié, la lumière blanche, issue du soleil ou d'une lampe à incandescence. Et le résultat obtenu est bien un spectre continu avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, si on décompose la lumière émise par une lampe contenant des atomes de sodium, on constate que ce n'est plus un spectre continu que l'on obtient, mais un spectre de raies colorées. Deux raies jaunes, plus précisément, de longueur d'onde bien définies. Avec une lampe à vapeur de mercure, cette fois-ci, on observe aussi des raies colorées de longueur d'onde différentes. Et avec une lampe à vapeur d'hydrogène, on obtiendra d'autres raies colorées. Un gaz d'atomes excités à basse pression émet donc une lumière composée d'une ou plusieurs radiations. Son spectre est constitué de raies colorées, ce n'est plus un spectre continu, on parle alors de spectre de raies d'émission. Le spectre de raies d'émission est caractéristique de l'entité chimique, c'est-à-dire de l'atome ou de l'ion présent dans l'ampoule. Le spectre de raies d'émission d'une entité chimique peut donc faire fonction de carte d'identité. Et cette notion est importante et peut nous être très utile
notamment pour obtenir des informations sur la composition chimique des étoiles.